Bonjour à toi, cher spectateur, explorateur de l'an 10191 et bienvenue dans la suite de Dune, Dune partie 2, toujours réalisée par Denis Villeneuve, où Paul, maintenant quasiment sans famille hormis sa mère, a rejoint donc les Fremen suite aux événements qui se sont passés à la fin du premier volet, vous vous en doutez. En parallèle de cela, l'empereur, lui, fait en sorte que les Harkonnen reprennent Dune, notamment la partie nord et l'exploitation d'épices, et nous allons suivre un petit peu tout ce beau monde alors que semble planer l'esprit, ou en tout cas les oui-dire à gauche et à droite, d'un messie nommé le Muad'Dib qui serait en train de soulever les Fremen et de reprendre possession de Dune. Et pour en parler avec moi, j'ai pas réussi à retoper FX et Hugo, mais j'ai un très très bon invité pour les remplacer. Un très bon plan C, du coup. Plan B, plan B, Plan B, s'il bon, te c'est plaît. déjà pas mal. Plan B. Comment vas-tu, Pierre? Je vais très bien, et toi? Bah écoute, je pense que comme beaucoup de gens, on attendait beaucoup Dune partie 2. On se demandait ce qu'allait nous offrir Denis Villeneuve au vu de ce qu'il avait choisi de faire dans le premier film, c'est-à-dire se concentrer sur le premier tiers du livre, Dune volume 1 de Frank Herbert. Qu'à partir de là, en fait, les portes étaient totalement ouvertes pour que Denis Villeneuve fasse tout ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire soit juste refaire le deuxième tiers du bouquin, s'arrêter et proposer potentiellement une troisième partie, soit clôturer le premier livre et ensuite laisser une porte ouverte pour enchaîner avec le livre 2, Les Enfants de Dune, soit prendre ce qu'il avait envie de prendre en fait dans le livre, l'adapter à sa sauce et nous offrir sa vision de Dune, sachant que j'ai quand même vu une interview, je ne savais pas, mais Denis Villeneuve a pour projet d'adapter Dune depuis le milieu des années 80. Ah oui, vaste projet. Donc ça fait un petit moment qu'il a en tête de porter ce projet sur le grand écran. Projet qui tient à cœur. Voilà, la première partie, je pense qu'on n'a pas besoin de faire un gros épilogue dessus puisque tout le monde a adoré Dune partie 1, tout le monde a été fasciné par le regard de Denis Villeneuve sur Lord Herbert. Il y a eu un vrai engouement parce que c'était un film qui sortait en plus dans une période très particulière puisque le film est sorti en même temps en ligne, donc on aurait pu se dire que le film allait faire un four, ça n'a pas été le cas, heureusement, le film a vraiment cartonné. Et donc nous avons cette partie 2 qui sort avec un vrai enthousiasme autour, et c'est là que je me tourne vers toi, Pierre-Emmanuel, et que je te demande ce que tu as pensé de Dune partie 2. Alors, grand spectacle, hein, évidemment. Grand spectacle. 2h46, c'est ça, de film. Donc, Exactement. c'est quand même un peu long. Hein. Même si le temps passe vite, honnêtement, le temps passe vite. Oh oui. Mais c'est très dense aussi. Donc, moi, je ressors là de ce film avec quand même des images plein la vue. Mais aussi le sentiment d'avoir été un peu gavé d'images, de spectacles, de violence. Et donc moi, malgré tout, j'ai une petite préférence pour le premier volet. Même si on peut pas, évidemment, cracher sur ce second volet qui est quand même très bien réussi. Eh ben, je suis bien d'accord avec toi. Ça fait plaisir. C'est beaucoup trop long. En fait, c'est triste parce qu'il n'y a que 10 minutes de plus que sur le premier film, mais Mais bah, c'est pas pareil. bizarrement, Ouais. c'est assez flagrant en fait, on les ressent ces 10 minutes supplémentaires. Il y a un moins bon équilibre entre guillemets de la dramaturgie globale qui fait qu'il se passe beaucoup de choses et en même temps il n'y a pas tant d'évolution que ça. C'est le grand paradoxe, c'est-à-dire que là où le premier, en fait, par le fait de nous introduire dans l'univers d'Arrakis, de nous présenter la famille Atreides, de nous montrer les Harkonnen, de lancer la bataille, et ensuite de faire cette ouverture qui débouche sur la rencontre entre Paul et les Fremen, ça faisait que, mine de rien, même si finalement c'était assez cousu de fil blanc en un sens, c'est-à-dire c'est un Oui, schéma bien narratif sûr. très classique, c'était bien fait, et genre ça s'enchaînait super bien. Et là, il manque un truc. J'arrive pas encore forcément à dire précisément ce que c'est. À mon avis, ça doit plus venir de l'écriture que réellement de la mise en scène de Denis Villeneuve, qui encore une fois est très impressionnante, joue beaucoup sur le gigantisme, sur la puissance des décors, le fait que le film ait été tourné en grande majorité en décor réel, aidant beaucoup justement à l'immersion du spectateur. Mais ouais, je suis pas transcendé en fait. Alors je sais bien que dans ce genre de film, il y a forcément l'effet de surprise en moins, puisqu'on a vu la première partie et que là on est dans le même univers, mais que du coup on a une continuité forcément cohérente visuellement et narrativement. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a des choix de structure, de composition, il y a une envie à la fois de rendre le tout plus digeste, parce que pour avoir lu le bouquin, cette deuxième partie de livre, elle est quand même pleine de détails, pleine de scènes qui sont réellement de longues divagations narratives de la part de Herbert, qui choisit plus de nous plonger dans la tête des personnages que de réellement nous montrer factuellement ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je sais pas, est-ce que Denis Villeneuve s'est dit par crainte, est-ce que je vais prendre du recul et peut-être essayer de dynamiser un petit peu le tout, quitte à perdre un petit peu les fans de la première heure, je sais pas, mais dans l'ensemble, je trouve que le film est bon,
mais qui manque de cette petite étincelle supplémentaire qui en aurait fait une suite transcendant le premier. Ouais, et puis je pense que l'erreur, entre guillemets, après c'est pas une erreur dans le sens où c'est un choix, mais il y a eu ce choix de raconter beaucoup de choses, de développer des intrigues secondaires, et donc forcément ça prend du temps en plus dans le scénario et à l'écran. Et c'est vrai qu'à un moment donné je me suis dit, en fait là on se dirige vers un volet 3, puisqu'on n'aura pas le temps de tout régler dans ce volet 2. Et donc voilà, moi c'est ça un peu qui m'a gêné, c'est qu'il y avait assez avec l'intrigue principale qui était développée en fait dans le volet 1 pour faire un volet 2 tout à fait convenable, et quitte à réduire un peu la durée du film, ce qui n'aurait pas été forcément une mauvaise chose. On peut avoir un très bon spectacle en un temps plus réduit. Et voilà, et moi c'est ça un peu qui m'a... si je vais trouver vraiment un point noir, mais c'est ça un peu qui m'a gêné, c'est que là on fait du gigantisme, pas que dans les décors, mais aussi dans le traitement, et à un moment donné c'est presque un peu trop. Même dans les intrigues secondaires c'est presque un peu trop, et finalement ça se dilue par rapport à l'histoire principale, et moi j'aurais aimé qu'on reste centré vraiment sur l'histoire principale. Bon, c'est les petits trucs, hein, ça reste quand même un très bon film, Oui. mais voilà, c'est le petit bémol. Je te propose qu'on saute dans l'écriture. Parce qu'on va Allons-y. avoir plein de choses à évoquer, et je vais rebondir en plus sur un point que tu évoques. Donc à la base, donc, le premier film était écrit par John Spates, par Denis Villeneuve et par Eric Roth. Eric Roth ayant délaissé sa place pour se concentrer sur le dernier Scorsese, ce qui fait que du coup on n'a que Denis Villeneuve et John Spates. Et je pense que c'est là qu'on ressent le manque de clarté en fait, puisqu'Eric Roth c'est quelqu'un qui est très doué en fait pour faire en sorte qu'un récit extrêmement dense, qui raconte beaucoup de choses avec plein de personnages, soit bien condensé et parfaitement narré pour équilibrer les points de vue. Et je trouve qu'ici en fait tu as soulevé un très bon point, c'est-à-dire que en parallèle on suit Paul et sa mère qui sont chez les Fremen. Nous allons également suivre les Harkonnen qui sont en train de revenir sur Dune et de reprendre un petit peu place dans le commerce d'épices. Nous allons suivre en plus l'empereur et sa fille qui de leur côté regardent ça d'un petit peu loin et essayent de comprendre comment ça se passe, plus les Bene Gesserit donc qui se rajoutent par-dessus ça. Enfin, clairement en fait on a beaucoup de points de vue, beaucoup de rapports de personnages, beaucoup de conflits également qui sont mis en place, avec toujours cette clairvoyance d'esprit de se dire on va quand même montrer ce conflit à une échelle politique assez grande, puisque voilà, encore une fois, on a tout ce beau monde qui se fait la guerre, mais voilà, ça peut paraître très dense quand même, hein. Clairement, c'est une dramaturgie qui prend son temps, qui prend ses aises, et qui choisit de faire en sorte que le spectateur, voilà, il soit là et il voit plein de choses en fait. Oui, complètement. Et le bon côté, c'est que c'est pas du vol hein, au niveau de ces places de cinéma. Là, au Clairement pas. moins, vous y allez, vous en avez pour 2h46, on vous raconte plein de choses, vous avez de quoi manger, hein, très Ah oui, clairement. clairement. Là, De quoi manger. c'est pas la disette. Hein. Oh non, 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 clairement pas. Et puis après, ouais, encore une fois, mais on l'avait déjà, je crois, très vaguement traversé sur le premier film avec FX et avec Hugo, mais il y a tous ces parallèles religieux qui sont évidemment très Ouais, présents bien dans sûr. l'écriture d'Herbert et que je trouve Denis Villeneuve et John Spates arrivent bien à retranscrire ici. Bah, on voit ouais, toute l'influence des grandes religions sur le récit. On a vu dans le volet 1, il y a clairement le côté la Vierge Marie, son fils Jésus, avec là effectivement la mère et le fils. On retrouve ça dans le volet 2. Il y a aussi tout un rapport aussi à la religion musulmane, dans la façon de prier, la façon de faire des références religieuses. On a aussi le terme de Mahdi qui apparaît. Donc il y a toutes ces influences-là qui ont permis à Herbert de créer vraiment son univers. Donc ça c'est assez intéressant d'avoir aussi ouais, ce regard-là. Et c'est bien équilibré, encore une fois, moi c'est ce qui me marque, c'est que rapidement, avec une telle tambouille, comme on l'a évoqué, avec notamment tous les différents personnages et tous les rapports, entre guillemets, de dualité qu'il peut y avoir, on peut vite se perdre, en fait, dans cette métaphore, ou en tout cas ce rapport à la religion qui doit avoir un impact sur l'évolution de Paul, mais qui doit également le cantonner, on va dire, à un certain statut, à une certaine mobilité dramatique, qui doit vraiment l'emmener dans une direction claire. Et je trouve que Spates et Denis Villeneuve, si clairement ils n'ont pas réussi à pleinement équilibrer leur dramaturgie, en tout cas au niveau des métaphores, des réflexions et des rapports de force qu'il y a entre les personnages et cette réflexion autour de la religion, ils ont plutôt bien réussi à équilibrer ça de telle sorte que le spectateur ne soit pas non plus complètement perdu. Ah ouais, non, 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 c'est sûr que personne ne sera perdu à ce niveau-là. C'est assez clair et puis c'est pas trop envahissant. Non. C'est ça qui est bien, c'est que c'est juste ce qu'il faut pour mettre une dose de spiritualité dans le film, et, mais sans après oui, tomber vraiment dans le rapport religieux. Donc ça c'est bien construit. Ou dans le poncif même, parce Ou que dans le clairement poncif, il y a tout à des fait. réalisateurs qui des fois, lorsqu'ils ont envie de mettre en place des métaphores, des réflexions, ou en tout cas voilà, des profondeurs dramatiques de ce niveau-là, ils se perdent complètement dans cela et ils n'arrivent pas Ouais, du tout à faire ça. absolument. Je prends un exemple, mais ce qu'a fait dernièrement Ridley Scott autour des aliens, niveau rapport religieux, Ah oui. c'est très maladroit et c'est pas du tout subtil.
Et sachant que Denis Villeneuve a un rapport particulier avec Ridley Scott puisqu'il a fait le Blade Runner 2049, je trouvais le parallèle intéressant. Et après, en termes de pure adaptation, sans spoiler, parce que c'est important que vous n'ayez pas forcément les tenants et les aboutissants de l'histoire, ce qui est intéressant, tout en étant surprenant, c'est que la base de la dramaturgie est pleinement respectée. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est les choix de la part de Spades et Villeneuve de mélanger un petit peu les différents retournements dramatiques qu'il doit y avoir dans le récit. C'est-à-dire que clairement, dans le bouquin, c'est pas du tout dans cet ordre-là que les événements se passent. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, et il y a vraiment une découverte qui est beaucoup plus profonde des Fremen avant qu'il y ait le moindre entraînement en fait de la part de Paul pour devenir un Fremen. Donc c'est très intéressant qu'ils aient choisi de justement essayer d'équilibrer ça. C'est pas toujours très subtil, je dois t'avouer qu'il y a quelques moments où j'étais un peu en train de me dire cette scène-là aurait été mieux avant, pourquoi est-ce qu'il se met à boire l'eau de vie aussi tard dans le film, parce que du coup ça plombe un petit peu toute la dramaturgie et ça fait en sorte que ça l'aide pas à prendre son statut. En fait, le vrai point noir qu'il y a moi dans cette partie-là d'écriture, c'est cette sensation qu'il y a tellement de choses qu'ils ont voulu essayer d'équilibrer le tout, et qu'en équilibrant le tout, ils sont finalement créés des espèces d'ampoules qui font que plus on avance dans le récit, plus on voit que le film piétine un petit peu et a du mal à avancer de manière claire, nette et directe en fait vers la conclusion. Ce qui fait qu'il y a plein de moments où on a l'impression que le récit certes nous raconte plein de choses et est très riche, mais piétine quoi, avance tout doucement. Ah bah oui, c'est toujours un peu le problème, surtout quand c'est aussi dense avec autant de temps disponible. Après, c'est vrai qu'une adaptation d'une œuvre, d'un roman, soit de toute façon il y a deux écoles. Soit on l'adapte fidèlement, avec le temps forcément qui nous est donné en termes d'heures de film, soit on coupe et on adapte et on mélange un peu parfois l'ordre des scènes parce qu'on veut mettre des choses en avant plutôt que d'autres. Bon voilà, là c'est un choix qui a été fait manifestement. Alors ça après, bah, de toute façon il y aura autant d'avis je pense que de lecteurs et de spectateurs. Ça c'est clair. Mais bon, ça reste, globalement ça reste quand même un très bon moment. Ah oui, non, ça reste bien équilibré, et encore une fois, comme tu l'as si bien évoqué, vu la densité de la dramaturgie, réussir tout de même à rendre ça cohérent de A à Z, faut saluer ce qui est à saluer, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui se plantent en voulant raconter des récits aussi longs et aussi formatés, et là, encore une fois, voilà, si on peut dire que le premier était une vraie surprise, le deuxième, en tout cas en termes d'écriture, s'il n'est pas surprenant ou parfaitement maîtrisé, en tout cas il est équilibré du début à la fin, il sait dans quelle direction amener ses personnages, il sait dans quelle direction nous amener émotionnellement, il y a plus d'impact affectif que dans le premier, je trouve. C'était un point que j'avais soulevé dans le sens où je trouvais qu'on avait une certaine distance par rapport au personnage qui était vraiment dans les faits. Et là, il y a un petit peu plus d'émotion qui se développe. Ouais, puis l'histoire avance aussi. Et l'histoire progresse beaucoup. C'est normal. Mais ouais, mais en tout cas, non, c'est vrai que moi aussi, je pouvais avoir peur au départ de me dire, oh là, est-ce qu'on va pas se perdre avec tout ça, ce qui est évoqué, est-ce qu'on va pas à un moment donné même ne plus rien comprendre, ou alors vraiment se dire, oh là, tout est dilué. Mais en fait, non. Non, ça suit bien sa route, donc là-dessus, pas d'inquiétude. Non, clairement pas. On passe à la mise en scène ? Passons à la mise en scène. La mise en scène, donc, réalisée par Denis Villeneuve, tout simplement. Denis Villeneuve, clairement, son style n'évolue pas plus que ça, en fait, dans ce deuxième volet. Je trouve qu'il a plus de liberté, en fait. Ouais, puis c'est bien que ça évolue pas plus que ça, parce que c'est vrai qu'il y avait déjà un cadre clair qui était défini dans le volet 1, donc c'était la logique même qu'on reste sur le même cadre, sur la même esthétique, la même vision des choses. Ça aurait été étonnant qu'il y ait un vrai renversement. Mais il y a de très belles choses à l'écran. Clairement. Déjà, la manière qu'il a de filmer le désert, qu'on voyait très vaguement dans le dernier segment du premier, mais qui là, ici, prend une place beaucoup plus dense. C'est très impressionnant. Ah bah, c'est presque un personnage à part entière. Oui, le désert, du coup, est vraiment proposé au spectateur comme un autre personnage. Comme une espèce d'antagoniste, en fait, qui planerait sur les épaules des personnages. C'est une entité à part entière. Ouais, clairement. Et ça donne, du coup, un poids dramatique qui est très visuel, en fait, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire que les décors, ou en tout cas le lieu dans lequel se trouvent les personnages, ça peut devenir un protagoniste à part entière. Moi, j'ai toujours en tête, tu vois, cette époque où on me parlait de l'inspecteur Harry, où on me disait, San Francisco, tu vas voir, la ville, c'est un personnage à part entière. Ce qui est clair et net. Et là, ici, il y a un petit peu cette même idée que Arrakis se doit d'être un personnage, se doit d'amener un poids, d'amener une densité dramatique, d'amener une vraie intensité en fait à l'évolution des différents protagonistes, et pas justement les enfermer, ah bon, ils sont sur une planète, il y a le désert, et puis dedans il y a des vers. Puis c'est aussi le but un peu de l'histoire, hein. On parle de ce peuple, leur vie dans le désert, on a effectivement Paul qui vit avec eux, donc forcément on voit tous les us et coutumes de ce peuple, les Fremen dans le désert, non, c'est du coup le désert devient, oui, un personnage à part entière. Même dans l'action, même dans l'intrigue, enfin vous verrez, mais c'est vraiment un personnage à part entière. Et c'est très bien rythmé comme film, dans le sens où on peut
encore une fois, rebondir sur les quelques maladresses qu'on a évoquées dans l'écriture, mais factuellement, d'un point de vue mise en scène, d'un point de vue montage, c'est très très bien fait. C'est bien, C'est très très bien. intense, C'est c'est très très prenant, il y a de très belles images de la part de Greg Fraser, qui est donc le directeur de la photographie du film, qui a fait un travail qui, je trouve, est absolument fou. Visuellement, le film a une propension à réussir à iconiser le personnage de Paul, sans forcément avoir besoin d'en faire des caisses, jouant beaucoup sur des plans où il est souvent montré au loin, dans le champ, quasiment flou, et en choisissant de faire la mise au point sur le premier plan, comme pour montrer que, encore une fois, il est dominé par ce poids et que c'est la planète en fait qui lui impose ce poids. Enfin, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait des très belles images qui ont beaucoup d'impact, qui mettent de la densité entre guillemets, encore une fois, dans la portée de la mise en scène, dans la portée de ces images, qui encore une fois peuvent sembler faciles au vu de ce que le premier a fait. Mais comme tu l'as si bien dit, il faut avoir une cohérence esthétique, et Denis Villeneuve arrive non seulement à avoir cette cohérence esthétique, mais à donner encore une fois ce poids, cet impact et cette force visuelle qui donne au film toute son identité. Oui, bien sûr. Non, mais c'est un film qui a pas beaucoup de points faibles. Honnêtement, à part ce qu'on a évoqué précédemment, mais ça reste quand même du très très bon spectacle, une très bonne production. Donc, et puis oui, les images sont vraiment très belles. Euh, Quels que soient les décors, quelles que soient les scènes, on est vraiment sur du grandiose. Du vrai Voilà. grandiose. Ouais, c'est vraiment spectaculaire. Donc, c'est pas du jamais vu comme c'est indiqué sur la fiche. Tu veux c'est dire pas colossal et jamais Oui, vu. voilà, c'est ça, Non, non, voilà. Alors merveilleux partez slogan. pas avec ça en tête parce que clairement, mais, si vous avez déjà vu des films de Denis Villeneuve, ça va voilà, pas vous sembler si extraordinaire que ça. Si vous avez vu Blade Runner 2049 et si voilà, vous avez vu mais le premier Dune. ça reste quand même très très bien. Mais encore une fois, Très bien. ça reste bon dans le monde du blockbuster qu'on connaît Oui, c'est actuellement, ça. où finalement il y a très peu de réalisateurs qui arrivent vraiment à se détacher et à proposer une identité qui leur appartienne en fait sur ces films-là. Et Denis Villeneuve, depuis Prisoners et depuis Sicario, il a vraiment imposé une certaine esthétique, qu'elle soit lente, qu'elle soit fascinante, qu'elle joue beaucoup sur des images très iconisées, très esthétiques, qui mettent vraiment en relief les personnages. Et un point ici que j'ai trouvé intéressant, que j'avais pas forcément plus que ça tant remarqué dans le premier, c'est son envie de vouloir se rapprocher le plus près des personnages. Il y a beaucoup de très gros plans en fait sur les visages, que ce soit de Chani, que ce soit de Paul, que ce soit de sa mère, que ce soit de l'empereur. Enfin, il y a vraiment des très gros plans où on doit se focaliser en fait sur un tout petit rectus, sur un tout petit mouvement de lèvres qui impactera en fait toute la suite de notre compréhension du récit. Et j'ai trouvé ça assez fort parce que pour avoir revu le film ensuite, le 1, je me suis rendu compte un peu plus de ça. Mais c'était moins flagrant que dans ce volet-là, où je trouve qu'il a vraiment plus envie de s'attarder sur les personnages. Et ce que je pouvais reprocher sur le premier, qui était une espèce de propension à vouloir tellement prendre de recul par rapport à tout ce qui arrive aux personnages, et de plus jouer sur le grandiose en fait des retournements de situation, faisait qu'émotionnellement on était moins impacté. Or là, vu qu'on se rapproche très très près des protagonistes et qu'on les suit vraiment tout du long de cette aventure et avoir une belle évolution dramatique, ça fait qu'émotionnellement, on s'attache beaucoup plus à eux. Et donc forcément, l'émotion, elle est là, elle est présente. Elle est peut-être pas aussi maîtrisée que dans certains films de Denis Villeneuve, où je trouve que dans Prisoners, par exemple, l'émotion, elle est à fleur de peau tout du long du film. Mais ici, elle est présente, elle est plus présente et elle impacte réellement le récit. Ouais, non, mais c'est sûr, les plans sont très bien travaillés et nous rapprochent vraiment des personnages et de leurs émotions. Et vraiment, c'est du très bon travail, Mm. hein, tout simplement. Et ça prouve encore une fois que Denis Villeneuve est un de ces cinéastes en fait qui a réellement réussi à faire en sorte que le grand public, comme Christopher Nolan a pu le faire à une époque, que le cinéma grand public peut être accessible et peut en même temps avoir une dimension esthétique, graphique, et que ça soit pas uniquement du factuel et du boum 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 et des explosions partout. Bah ouais, mais c'est Ça ça peut sembler anecdotique comme réflexion, mais je trouve encore Non, une fois que mais- Denis Villeneuve il le démontre très mais bien. c'est ça le cinéma. Ouais. Le cinéma, l'essentiel du cinéma, c'est faire des films qui parlent au plus grand public, qui donnent des émotions, qui fait rêver, qui fait voyager. Et on peut faire ça de façon, alors je vais dire simple, bon, vu la production qu'il y a derrière, il y a quand même des moyens évidemment, mais en tout cas avec une vision personnelle, où il y a une vraie vision artistique. Une liberté, quoi, Ouais, une vraie confiance de la part des producteurs, ce qu'on a tendance de plus en plus à remettre en question aujourd'hui au vu des échecs de certains gros films, ou en tout cas des foirades, des fois qu'il peut y avoir sur certains gros blockbusters qui ont une vraie dimension et qui pourraient être très impactants. Et ça fait du bien en fait de voir Denis Villeneuve se dire, vas-y, c'est pas parce qu'on a un poids qui clairement est sur nos épaules depuis maintenant 2-3 ans, depuis la sortie du Covid, où il faut qu'on respecte un certain cahier des charges pour faire en sorte que les gens retournent dans les salles de cinéma, mais comme l'a montré Joseph Kosinski avec Tom Cruise sur le Top Gun Maverick, ou ici le montre, et l'avait déjà montré Denis Villeneuve sur Dune, en proposant des films qui voient le divertissement comme quelque chose de différent, et comme quelque chose qui doit raconter une densité dramatique et esthétique qui soit à la hauteur de ce qu'on veut évoquer, c'est là en fait qu'on réussit le plus à transporter le spectateur. Bah oui, bien sûr. Encore une fois, on a plein de choses à redire sur ce Dune, mais restons factuellement sur ce qu'il est, c'est-à-dire un divertissement qui est clairement au-dessus
Ah bah oui, non mais bien sûr, c'est au-dessus du lot, c'est certain. Mm. En termes de divertissement, là, ouais, ce sera pas, c'est ce qu'on disait, c'est pas la trilogie Star Wars par Disney, quoi. Hein, on est à un autre C'est niveau. clair et net, oui. C'est vrai que ton exemple est toujours Bah, probant, mais oui, il faut le rappeler. Je te propose qu'on passe au casting, qui ouais, est tout la de même assez distribution. impressionnant. Super distribution. Oui, De toute non, façon, mais oui, de toute façon, que ce soit y a Javier aucune Bardem, fausse note. que ce soit Charlotte Rampling, Stellan Skarsgård, Souley Yacoub, Léa Seydoux, Christopher Walken, Dave Bautista, Florence Pugh, Austin Butler, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Zendaya ou Timothée Chalamet. Ouais. C'est difficile de passer à côté d'un d'entre eux, en fait, tellement... Ils jouent tous très bien. Bon, c'est tous, c'est que des talents, hein, donc de toute Oui. façon c'est difficile. Après, il y a des acteurs ou des actrices qui parfois se ratent sur un tournage, c'est comme ça arrive, tout le monde est humain. Ça Mais arrive. là, il n'y a aucune fausse note, dans aucune scène. Tout est bien, c'est très 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 bien joué, on y croit. Mm. Donc non, vraiment super distribution et puis on sent qu'il y a vraiment, enfin on a en tout cas cette impression qu'ils sont tous portés par l'histoire, qu'ils sont tous pleinement dans leur personnage, et ça c'est vraiment chouette. Mm. Et puis encore une fois, on est dans cette idée que moi j'aime bien les grands castings comme ça où tu as beaucoup de talent, mais où on pourrait se dire très facilement, il y en a un qui va prendre le pas sur l'autre, ou il y en a un qui Ouais. va pas réussir à parfaitement Non, non, tout équilibrer le monde a sa son place, interprétation. tout le monde a sa place, son instant, tout le monde, enfin il n'y a pas de... Moi on n'a pas l'impression qu'il y en a que certains peuvent tirer la couverture à eux. Mm. Non, c'est bien équilibré. Il y a une interprétation que tu retiendrais plus qu'une autre là dans celui-là? Alors moi, pour être très honnête, j'ai découvert Timothée... Chalamet. Ouais, je confonds toujours, j'ai toujours tendance à dire Chalamet ou Chamalet, mais voilà, bon bref, vous voyez que je suis un peu novice, mais en tout cas, moi je le découvre vraiment avec donc le Dune volet 1 et donc celui-ci, et je trouve que, enfin vraiment il m'impressionne. Je comprends qu'il y ait une forme d'enthousiasme autour de ce garçon, mais ouais, vraiment je le trouve très très bon acteur, et après je les trouve tous très bons là-dedans. Toujours une sympathie évidemment pour Javier Bardem, que je trouve toujours dans tout ce qu'il joue, je le trouve toujours très très bon. Je trouve que lui, il n'y a quasiment aucune fausse note. Oh oui, non, non. Mais non, vraiment, ce serait dur d'en sortir un du lot pour dire il a été au-dessus. Moi, j'aime beaucoup aussi Rebecca Ferguson. Et je trouve qu'elle est... Alors, je trouve que là, elle a moins matière à jouer que dans le volet 1. Complètement. C'est un rôle qui est plus restreint, enfin bon. Mais malgré tout, non, je trouve ils sont tous très forts et très doués, et je trouve que ça fait une belle symphonie, du coup, générale. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, si je devais vraiment retenir une interprétation, j'aurais tendance à dire que Javier Bardem, les rares moments où il est à l'affiche, il arrive vraiment à... Ah bah il en impose. Il en impose, et puis encore une fois, c'est un acteur qui a énormément de charisme, et son personnage aidant en plus à cela. Il y a en plus cette très grande justesse d'esprit d'en faire un personnage qui pourrait être à mi-chemin entre la caricature et l'extrême, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le fanatique par excellence qui croit plus que tout en ce messie et qui a envie d'y croire, quitte à carrément se foutre à dos les trois quarts de son peuple. Mais je trouve qu'il a une très belle manière d'interpréter. Et après, j'aime beaucoup le duo que forment Zendaya et Timothée Chalamet. Je trouve Oui, qu'ils ont une vraie alchimie et que ça se ressent à l'écran. oui, c'est vrai. C'est pas forcément transcendant, hein. Je veux pas non plus dire que c'est l'une des plus grandes, un des plus grands duos de alors, cinéma du c'est monde. pas ça. Mais je trouve qu'ils ont un vrai impact et que Timothée Chalamet notamment a une plus grande palette de jeux que sur le premier où il jouait vraiment l'enfant Atréide impacté par tout ce qui se passe Ah autour bah là de lui. son rôle change. Et là il a un Ouais, rôle forcément, beaucoup plus il y a beaucoup dense et plus, de choses à jouer. c'est ça. Et il peut se permettre une densité de jeu qui amène des scènes genre vraiment à la fin où on y croit à mort que oui potentiellement il a cette casquette de Messi quoi. Ouais, puis même Zendaya, moi c'est vrai qu'au départ je me disais bon, je me dis bon elle joue, ouais là, d'accord, la Mais guerrière je crois un qu'on peu... a tous été un petit peu sceptiques quand le choix de Zendaya était Non, alors évoqué, moi, hein. moi donc j'étais pas, enfin j'avais pas d'avis, mais là vraiment bon, puisque dans le volet 1 on la voit quand même très peu, Oh oui. mais donc Je crois que dans là-dessus- le volet 1 elle avait à peine 10 minutes d'écran. Ouais, c'est ça, donc on peut 10, pas, 15, un on peut truc pas se comme donner ça. un avis Ah oui, non, non, sérieux et clairement sincère pas. là-dessus, mais dans le volet 2, au départ, je me dis, bon, ok, elle va jouer la guerrière qui boude un peu, qui est pas trop contente, et en fait... Choix d'ailleurs très différent que dans le bouquin, hein. Dans le bouquin, Chani est quelqu'un qui est vraiment dévoué à la cause de Paul et qui certes au début a un peu du mal à y croire, mais rapidement se range de son côté et a une c'est évolution ça. beaucoup plus Mais- linéaire. Et après, plus le film passe, plus son jeu aussi évolue, et plus elle, en tant qu'actrice, elle peut donner de plus en plus de force à son personnage, et je trouve que c'est très bien aussi. Donc ouais, c'est un duo qui fonctionne bien. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce Oui. que tu retiens de Dune partie 2? Et j'aurais même envie de te dire, qu'est-ce que tu retiens des deux volets? Puisque là, on est Ok. vraiment sur un premier D'accord. duo de films qui représente le premier volume de Dune. Donc il y a vraiment une conclusion à faire autour des deux films. Alors, d'abord, donc, pour répondre à la première question donc, sur ce volet 2, je vais répéter la même chose qu'en introduction. Très long, très dense, mais grand spectacle qui fonctionne.
Donc on en prend plein la vue pendant 2h46, c'est presque trop. Mais on peut pas jeter ce film aux orties évidemment. Et donc sur l'ensemble, sur ce diptyque Dune, alors moi en plus je suis vraiment un novice puisque je n'ai pas lu le livre et je n'ai même pas vu, honte à moi, mais je n'ai même pas vu le premier de Lynch. Et donc du coup, non mais ce qui était bien, c'est que c'est une vraie découverte. Ouais. Et vraiment, j'aime beaucoup ce diptyque. Voilà, je trouve que c'est du vrai cinéma réussi, c'est une vraie belle production, je parle des deux, hein, comme tu dis, réunis. Donc là-dessus, franchement, très belle œuvre artistique, voilà, très beau film au pluriel, mais non, c'est vraiment réussi. Et du coup, évidemment, maintenant, ça me donne envie d'aller voir le film de David Lynch pour voir justement, pour pouvoir comparer et voir quelle a été la première œuvre. Forcément. Donc voilà, c'est que c'est quand même mission réussie. Ouais. Parce que si quelqu'un qui, comme moi, ne connaissait rien, ni au livre, ni au premier film, vient voir du coup ces deux volets et en ressortant se dit ah ouais c'était bien, c'était vraiment bien, du coup j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de m'intéresser au livre et j'ai envie de voir la première œuvre, donc c'est que ça a marché. Oui, Donc clairement. moi c'est bon, mission accomplie. J'ai bien aimé cette deuxième partie, je suis moins convaincu que sur la première. Ça reste, comme tu l'évoquais, du très bon divertissement, ça nous embarque dans une direction où on est complètement passionné en fait par cette aventure. Je dirais juste que de 1, l'effet de surprise est moins présent, et de 2, il y a tellement de choses qui se passent à l'écran que peut-être on peut être un peu perdu. Pour autant, ça reste vraiment bien fait, et pour un film de 2h46, voilà, on voit quand même pas trop le temps passer, on le sent, mais on n'est pas non plus en train de regarder sa montre et de Non. se dire quand est-ce que Non, ça se on termine. ne s'ennuie pas, Clairement on ne pas. peut pas dire qu'on s'ennuie. Et sur les deux films, en fait, je retiendrai Denis Villeneuve qui a réussi à démontrer que, au travers d'un blockbuster, on peut quand même garder une identité flagrante et ferme, proposer quelque chose de visuellement totalement abouti au spectateur, de l'embarquer dans une histoire qui, de premier abord, est clairement pas très ouverte d'accès. Je veux dire, il y a plein de gens, je pourrais comprendre qu'ils adhèrent pas du tout à l'univers de Dune parce que Herbert a un regard très particulier sur la science-fiction, à mi-chemin entre l'ultra politique et en même temps l'envie d'épique et de divertissement pur. Donc c'est un vrai pari, et comme tu l'as si bien évoqué, c'est un pari réussi. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont se passionner pour cet univers, qui vont peut-être rejouer aux vieux jeux vidéo autour de l'univers Dune, peut-être se relire les bouquins, peut-être voir ou découvrir le premier film de Lynch, qui était une réelle proposition, elle, pour le coup. Mais en tout cas, voilà, ouais, je pense qu'on est d'accord pour dire que Dune partie 2, ça vaut quand même largement le coup d'œil en salle. Et c'est vraiment, si ce n'est c'est du jamais vu, c'est en tout cas un excellent divertissement qui vaut le coup d'être vu dans une salle de cinéma, parce que sinon ça perd de son épique et ça perd de faut sa le voir au cinéma, majestuosité. mais oui, il faut le voir au cinéma. C'est Clairement. pas du tout la même expérience si c'est pas sur un petit écran. Oh no, oh no, 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 no. Imagine regarder Dune volet 2 sur ton écran de téléphone portable. Oh là là, Donc non, allez au cinéma évidemment. oh là là, Moadib, viens-nous en mettre s'il te plaît. Merci mon cher Pierre-Emmanuel Merci à toi Valentin. pour cette première vidéo de l'année De 2024, et oui, on aura Enfin, d'autres. Enfin, on y arrive, mais Et oui, et on va y j'étais en content avoir d'être le d'autres. plan B du coup. Tu sais bien que un plan B peut devenir un plan A. Mais c'est souvent même les meilleurs des plans B. Exactement. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouve pour parler de films, bien évidemment. A plus. À bientôt. Phew. Bon, Ah bah, quand est-ce qu'on y retourne Bientôt. Quand est-ce qu'on dans retourne sur Dune le volet 3. Eh oui, le volet 3.